Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux samedi matin. On s'était dit qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde. On voit que c'est salle pleine. Donc merci de vous être réveillés. Il faut dire que le débat est très intéressant. On va parler de la compétitivité en Europe. On sait que c'est un sujet ô combien délicat, surtout avec des volets extrêmement différents. Vous avez autour de la table un politique, puisqu'il a été président du Conseil italien, c'est Enrico Letta, qui est juste à mes côtés. Bonjour. Merci d'être là. Prenez bien un micro pour tout à l'heure. Après, vous avez deux industriels dans des secteurs extrêmement différents. Marwan Laoud, donc, est le numéro 2 d'Airbus Group, parce que maintenant c'est comme ça que l'on dit. EADS n'existe plus, donc avec une entreprise qui est vraiment européenne. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? On parle de créer des géants européens, mais les géants aujourd'hui, ils doivent être mondiaux. Et puis à ses côtés, Geoffroy Roux de Bézieux, qui est encore pour quelque temps président de Virgin Mobile, mais qui est surtout vice-président, en l'occurrence du MEDEF, en charge notamment de la fiscalité, donc le regard peut-être français et aussi le regard sur les technologies, le numérique, l'importance que ça doit avoir en l'occurrence en Europe et notamment dans les télécoms où on sait que ça prend un petit peu de retard, peut-être, je dis bien peut-être, à cause de la politique de la concurrence européenne. On verra ça évidemment. Et puis Bertrand Jacquillat, que vous connaissez tous, l'économiste du Cercle des économistes qui est professeur, qui va introduire ces débats sur la question de la compétitivité en Europe. Est-ce qu'on perd de la compétitivité? Bertrand Jacquillat, je vous passe la parole tout de suite. Merci Edwige, bonjour. L'Europe donc est le parent pauvre de la très modeste reprise mondiale. Et je voudrais vous donner quelques repères sur l'Europe dans son ensemble, et non pas seulement sur la France. On viendra peut-être à parler un peu de la France. Quelques repères sur l'état de la compétitivité en Europe. D'abord, la production industrielle en 2013, fin 2013, était encore inférieure de 10% à ce qu'elle était en 2008. La situation est contrastée entre les pays, puisque seulement 6 des 23 pays de l'Union européenne ont retrouvé leur niveau de 2008, et l'Italie était encore en 2013 à moins 25% par rapport à son niveau de cette époque. La situation est aussi contrastée entre les secteurs. Le secteur du meuble, du textile, habillement, moins 25 à moins 30% de sa production par rapport à il y a 6 ans. Et puis on constate, mais ça c'est à peu près normal, un déclin du poids de l'industrie par rapport au secteur des services. Ceci, on le constate à peu près dans tous les pays développés, puisqu'il y a une productivité supérieure dans l'industrie aux services, donc une baisse des prix relatifs, donc une baisse de valeur relative. Mais il faut faire attention dans la mesure où la frontière entre l'industrie et les services devient floue. Les services sont devenus une industrie, et l'industrie achète et vend des services, car elle en incorpore de plus en plus. Cinquième constatation, l'Union européenne, comme les États-Unis, voit s'accumuler au fil des ans un ralentissement de ses gains de productivité, donc de sa croissance. Il y a eu hier, dans la séance inaugurale, une controverse sur le fait que est-ce que c'était une tendance séculaire, que la productivité baissait partout, ou bien c'était, ça c'était la thèse de Gordon, ou bien celle de 2 professeurs du MIT qui pensent qu'au contraire qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution industrielle. En tout cas, l'écart entre l'Union européenne et les États-Unis s'est accru en matière de productivité depuis le début de la crise, et ceci c'est à cause sans doute d'investissements insuffisants dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et au fait que, c'est un chiffre que tout le monde connaît, mais que le ratio de la recherche-développement au PIB en Europe est inférieur à 2%, 1,85, alors que ce ratio est de 2,7% aux États-Unis et au Japon. Alors, tout n'est pas noir, je ne voudrais pas dresser un tableau trop sombre de la situation, tout n'est pas noir. L'Union européenne a des avantages comparatifs dans beaucoup de secteurs, 15 sur 23 selon la Commission européenne, et ces 15 secteurs contribuent à hauteur des 3/4 de la production industrielle en Europe, donc, et c'est pour ça que la reprise s'est faite par les exportations. De ces 15 secteurs, 10 appartiennent aux 2 groupes sectoriels bas de gamme. La Commission européenne distingue le high-tech, le medium high-tech, le medium low-tech et le low-tech. Eh bien, 10
des 15 secteurs sont dans le low-tech ou le medium low-tech. Et dans le high-tech, l'Union européenne domine en pharmacie, mais est en retard dans l'informatique, l'électronique, équipement optique et électrique. Une capacité exportatrice, et je finirai sur ce point-là, une capacité exportatrice de l'Union européenne globalement intacte. Les exportations de l'Union européenne, toujours sur le rapport de la compétitivité de l'industrie européenne par la Commission européenne, les exportations de l'Union européenne ont un degré de complexité et de sophistication élevé, ce qui représente un indicateur avancé de la compétitivité hors prix. Voilà, donc une situation qui se détériore. Il y a encore des points positifs, mais maintenant on va en venir, je pense, aux préconisations. Merci. Merci Bertrand. Une situation, donc on l'a compris, qui s'aggrave. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a le rôle des politiques? Est-ce qu'il faut donner un nouveau visage à l'Europe? On sait que l'Italie a pris la présidence de l'Union européenne mardi dernier. Enrico Letta, vous êtes encore jeune, pour nous, vous êtes très très jeune en France, mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à d'autres, notamment celui qui vous a succédé, Matteo Renzi, vous êtes un peu plus vieux, mais vous avez quand même 47 ans. C'est vrai qu'en France, ça serait un exploit, en l'occurrence, parce que notre Premier ministre, il a 52 ans. Vous avez commencé à donner, à impulser des réformes très importantes en Italie, et surtout, on voit bien qu'il y a un grand enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si la croissance qui nous manque en Europe, elle doit venir des politiques européennes ou est-ce qu'elle doit venir des politiques nationales ou est-ce que ça doit s'imbriquer pour redonner de la compétitivité? Merci. Merci premièrement pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici. 3 phrases avec lesquelles je vais commencer et puis quelques petits points pour terminer. Les 3 phrases, c'est la première, exactement pour répondre. Je pense que le temps est venu d'entamer une discussion au niveau européen. Mon expérience au sein du Conseil européen me dit que c'est le temps de le faire, entre ceux qui pensent que la croissance est un enjeu seulement national et ceux qui pensent que la croissance est un enjeu européen. Je dis ça parce que dès que l'on parle de croissance dans le Conseil européen, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit ici on fait des règles générales. Puis la croissance, c'est chaque État qui en discute en soi-même. Moi, je suis de l'autre avis. Je pense que dans un moment où, au niveau européen, on demande aux États de faire des coupes de l'austérité, de tenir naturellement les budgets, c'est impossible de demander en même temps des coupes et en même temps des investissements. C'est pour ça qu'il faut maintenir la rigueur et faire ainsi qu'il n'y ait plus de dettes au niveau national, mais il faut aider en faisant et en mettant sur la table des politiques européennes de croissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième phrase, c'est que tout ça est possible si, au niveau européen, on comprend, c'est pas l'argument, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il ne faut pas parler de ça, parler de l'Europe sans disons, en oubliant ce qui s'est passé aux dernières élections européennes. Il faut être dans la réalité. La réalité a été une montée des populismes et surtout de l'euroscepticisme. Donc il faut un relan de la popularité de l'Europe, de la sympathie de l'Europe. Il faut qu'il y ait au niveau européen de vraies politiques qui soient en condition de faire ainsi que les grands sujets qui ont dominé la campagne électorale, immigration, simplification, chômage, j'ajouterais éducation, Erasmus, ne soient pas considérés comme ils sont considérés aujourd'hui, comme les politiques juniors, marginales au niveau européen. C'est ça le point. On a la perception qu'au niveau européen, le Conseil européen est devenu quelque chose comme un ECOFIN des chefs d'État et de gouvernement. On a l'impression qu'à la Commission européenne, il y a un super commissaire, celui de l'euro, naturellement, de la politique monétaire, et que le reste est secondaire. Et ça ne va pas bien. Troisième phrase, on doit comprendre que la BCE a pris les bonnes décisions, même dans les dernières semaines, mais dans le
EMU, dans l'Europe de la monnaie et de l'économie, il y a la monnaie qui existe, qui est très forte, qui est très développée, mais la E de économie n'est absolument pas développée autant, et ça, c'est un des gros problèmes. Alors, comment faire ainsi que le E de EMU puisse se développer? Ça, c'est un des sujets les plus importants. Je pense que c'est le sujet pour les prochaines 5 années des institutions européennes. Comment faire ainsi que la compétitivité, la croissance deviennent le grand enjeu des institutions communautaires, qu'on en parle au niveau européen, et comment faire ainsi que cette E se développe et puisse être en 5 ans au niveau de la M. Je mets là sur la table, et je termine, 4 points que je pense puissent être les grands enjeux pour faire ainsi que l'Europe, dans 5 années, se retrouve avec une compétitivité qui puisse nous faire abandonner ce mood que dans les grands pays européens, sauf l'Allemagne, mais dans tous les autres, c'est le mood de dire le mieux est derrière nos épaules. Le futur ne peut que être pire. Il s'agit simplement de retarder le futur pour éviter que ce qui va être pire arrive. Alors il faut absolument changer de mood. Il faut comprendre qu'il peut y avoir un futur positif si on fait ainsi que cette idée de compétitivité et croissance arrive sur la table des décisions européennes. Alors je dis les 4 points. Il y aurait naturellement beaucoup d'autres, mais pour être très bref, les 4 points. Mon premier point, c'est l'énergie. C'est le grand sujet des prochaines 5 années. Naturellement, la France entame ce sujet d'une façon un peu particulière grâce à l'énergie nucléaire, mais si je vois le reste de l'Europe, le défi américain du gaz de schiste va faire ainsi que les Américains vont avoir un avantage compétitif pendant les prochaines années énorme. Cet avantage compétitif trouve l'Europe avec un tas de fiscalité et de problèmes sur le coût de l'énergie. On n'a pas de marché unique de l'énergie. Je fais un exemple et je termine sur ce point énergie. En Italie, on a des difficultés, on a besoin de gaz, on a des difficultés énormes à construire des terminaux gaziers. On en a fait un après 10 ans de discussion. En Espagne, ils ont 7 terminaux gaziers. Ils les exploitent à 20% parce qu'il n'y a pas de connexion entre l'Espagne, la France et l'Italie. Il serait suffisant de faire un grand réseau d'interconnexion européen pour faire ainsi que le marché européen puisse exploiter toute sa force. Et il faut être tous ensemble pour parler aux producteurs au niveau européen, au niveau mondial. Ça, c'est décisif. Le deuxième, c'est le lien entre marché intérieur et antitrust. On a besoin de comprendre que l'antitrust ne peut plus travailler au niveau de fragmenter chaque pays en faisant ainsi qu'il n'y ait pas de grande dimension européenne qui est absolument nécessaire. On a seulement des petites exceptions, de petites grandes exceptions. On y reviendra tout à l'heure, on y reviendra avec Geoffroy Roux-Bézieux. Le troisième point, c'est le commerce international. On peut en parler, mais naturellement, je pense qu'avoir de grands accords après Bali, Canada et Corée, c'est très important. Et le dernier point, il faut une stabilisation automatique qui ne soit pas simplement du point de vue monétaire au niveau européen pour les chocs asymétriques. Voilà, ma conclusion est que si l'on est en condition pendant les prochaines 5 années de faire ainsi que ces sujets deviennent vraiment, avec un grand investissement européen dans le digital aussi, dans le numérique aussi, deviennent les grands sujets de discussion européenne et non pas seulement des États, alors on est en condition de regarder au futur avec un peu plus d'espoir. Merci. Merci Enrico Letta. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. On y reviendra pour savoir si les réformes, il faut bien qu'elles soient faites au niveau national. Donc comment ça peut s'articuler avec la politique européenne. Mais je passe tout de suite la parole à Marwan Laoud. Alors là, on passe l'industriel, l'acteur. Donc numéro 2 d'Airbus Group, c'est la société européenne par excellence.
Pourquoi on a vu récemment que c'est compliqué de créer des géants européens, mais est-ce que les géants doivent être européens ou mondiaux tout simplement? Marwan Laoud, c'est à vous. Merci beaucoup, Edwige. Je crois que vous m'attendez sur le thème de la compétitivité coût. Je vais vous décevoir et je vais parler d'autre chose. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire sur les coûts. Hein. Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous inquiétez pas. Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut s'occuper de la compétitivité coût de l'Europe. Mais je voudrais parler d'autres facteurs. Et dans sa question, Eddy Chevrillon me donne l'opportunité de parler du premier d'entre eux, qui est qu'il faut qu'en Europe, on change de perception, on change de vision. L'Europe a dominé le monde avec les États-Unis économiquement pendant, on va dire, plus d'un siècle, même plus. Et donc, comme elle a cette domination, on a toujours considéré que les frontières étaient nos propres frontières. La réalité, c'est que tout s'est déplacé, tout s'est décalé, et nous continuons de raisonner en Europe comme si ça s'arrêtait à nos bornes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tirer les leçons de notre supériorité passée. Pourquoi avons-nous réussi à tenir une position comme celle-là? J'aurais trois mots d'ordre. Stabilité, environnement politique, innovation. Stabilité, on pourrait dire homogénéité aussi, pour parler d'Europe. Si on veut que les entreprises inscrivent leurs investissements dans la durée, il faut de la stabilité et de l'homogénéité juridique. Il faut de la stabilité et de l'homogénéité fiscale. Il est grand temps qu'en Europe, on ait une fiscalité harmonisée, stabilité, homogénéité du droit du travail, stabilité s'agissant des règles de concurrence. Enrico Letta nous a ouvert tout un champ de réflexion en parlant des règles de l'antitrust. C'est le prototype du domaine dans lequel, en Europe, on pense tout se termine aux bornes de l'Europe. En dehors de l'Europe, c'est les bons sauvages, les barbares, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la capacité, qui ne savent pas innover, qui n'ont pas la richesse. Il faut ouvrir les yeux et regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. Environnement, c'est l'environnement politique, l'environnement macroéconomique. Pourquoi les économies avancées, en particulier en Europe, ont-elles mieux résisté que prévu à la mondialisation? La première réponse, c'est les infrastructures au sens large. Les infrastructures de transport, denses, accessibles, font que beaucoup d'entreprises préfèrent produire en Europe. Le système éducatif, que je classe dans les infrastructures, je suis désolé de cette assimilation abusive, fait que nous avons produit et nous produisons encore de la ressource humaine qualifiée. Je dis nous produisons encore parce que il faut là aussi éviter toute complaisance et tout aveuglement. Partout ailleurs dans le monde, le système éducatif progresse à grands pas et la démographie qualifiée, si j'ose dire, est en train de nous dépasser. Et enfin, en termes d'investissement, l'investissement dans la R&T, mais on va y revenir quand on va parler d'innovation. Et puis, je reviens à la conclusion d'Enrico Letta, il y a le mood, il y a l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, c'est ce qui conditionne la politique macroéconomique. Hein? Si on a un état d'esprit conquérant, si on a un état d'esprit de guerre de mouvement, on est plus fort que si on a un état d'esprit de ligne Maginot. Pardon de la référence française, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres démarches. Je crois que nous avons en Europe les atouts, nous avons en Europe les moyens d'être offensifs, d'être conquérants et de penser l'avenir en termes de croissance. La création du groupe pour lequel je travaille est une illustration. En 2000,
on était en danger, on était en difficulté, et un projet industriel qui a été conçu entre une petite poignée d'entrepreneurs a été amené vers le politique allemand, vers le politique français, vers le politique espagnol, le politique britannique, qui s'en sont saisis en disant « c'est un instrument de politique économique, c'est une façon de construire l'Europe ». Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on aurait une réaction analogue, on aurait plutôt une réaction de défense. Qu'est-ce que j'y perds ? Où sont mes intérêts ? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, Airbus, il n'y aurait pas d'Airbus. S'il y avait la même volonté des industriels de créer un tel groupe, ce serait impossible de le faire. Je ne suis pas un auteur de science-fiction, mais on peut dire ça comme ça. Voilà. J'ai dit R&D. Si on regarde aujourd'hui l'impact, parce que j'ai dit voilà nos atouts, nous payons aujourd'hui le prix d'un moindre investissement au cours des dernières décennies. Les infrastructures physiques se dégradent. On peut parler de l'état des routes ou des ponts aux États-Unis, on peut parler, je ne parle même pas du Royaume-Uni, on peut parler de l'Allemagne qui a un problème d'infrastructure de transport. L'effort de R&D, on est très loin des objectifs de Lisbonne, je crois que c'était 3% de PIB, dont 2/3 d'investissement privé. Ça, c'était les objectifs en 2000. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais on en est loin. On en est à 30 secondes. Marwan, on en est à 30 secondes. J'ai fini. L'innovation, c'est au fond notre seul atout immédiat. C'est rester devant. On n'a pas le choix. Il faut du temps pour améliorer les coûts, il faut du temps pour investir et que les infrastructures portent leurs fruits. Il faut donc innover pour rester devant. C'est le sens de la démarche que, par exemple, un groupe comme le nôtre, comme celui auquel j'appartiens, essaye de jouer en termes de toujours les nouveaux avions, toujours les nouveaux produits, toujours les nouveaux services, toujours les nouvelles offres, de manière à ce que la place que nous avons aujourd'hui ne soit pas perdue. Merci Marwan. C'est sûr que comme toujours, je parle sous contrôle de Jean-Hervé Lorenzi, c'est toujours extrêmement court. Les interventions sont un peu frustrées. On va essayer justement de garder du temps pour le débat. Innover pour rester devant. Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez été toujours dans le secteur des technologies, des télécoms, du numérique. Je disais, un peu par provocation, vous êtes encore jusqu'à peu président de Virgin Mobile parce que vous venez de vendre Virgin Mobile à Patrick Drahi, en l'occurrence, Numéricable et SFR maintenant. Mais c'est quand même, ça a toujours été votre secteur d'activité. Et puis évidemment, vous êtes vice-président du MEDEF, en charge particulièrement de la fiscalité et un peu du dialogue social. En ce moment, on va dire ça comme ça. Geoffroy Roux de Bézieux. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, ma chère Edwige. Vous avez le sentiment, vous dites que l'innovation, il faut de la prise de risque, il faut l'innovation, et c'est là presque que l'Europe est en train de perdre la partie. Oui, tout à fait. En fait, Marwan m'a un peu volé mon introduction, puisque vous attendiez peut-être le vice-président MEDEF sur le sujet de la compétitivité des coûts, qu'il ne faut pas négliger, et je pourrais en parler très longtemps, mais je crois qu'il est plus intéressant de parler des facteurs de compétitivité hors coût, et en particulier l'innovation. Pour faire simple, on ne gagnera pas la bataille des économies continents uniquement par des facteurs de coût, et dans une économie comme la nôtre qui est à la frontière, il n'y a que l'innovation qui nous permettra de tenir notre rang. C'est d'ailleurs ce qu'avaient reconnu, tu l'as cité Marwan, les gouvernements européens en 2000, quand ils avaient décrété cette stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, je le rappelle, c'était faire de l'Europe le continent de l'économie connaissance. Ça partait du principe que nos atouts étaient avant tout des atouts intellectuels, des atouts immatériels, et que c'est grâce à ça qu'on allait créer un gap de compétitivité. En 2000, je le rappelle, le leader mondial des emprises de technologie était européen, c'était Nokia. Les télécoms, que je connais bien, étaient une invention strictement européenne, poussée d'ailleurs par la Commission européenne, puisque la norme GSM, inventée dans les laboratoires France Télécom, avait été imposée par l'Europe à l'époque et avait permis à toute une industrie de prendre de l'avance. Mais Google avait 1 an, Amazon faisait à peine 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, Facebook n'existait pas, Apple était en faillite. 14 ans après,
il faut quand même reconnaître que c'est un formidable échec de l'Europe, puisque, mais vous le savez, toutes les innovations de rupture sont venues pour partie du continent nord-américain et pour partie du continent asiatique. Je n'ai pas cité Samsung tout à l'heure, mais j'aurais pu. Samsung fabriquait des téléviseurs, point barre, et des téléviseurs low cost. Donc on a raté, malheureusement, ce tournant, et c'est un échec de l'Europe institutionnelle. Je cite à titre anecdotique le fait qu'il a fallu attendre 14 ans, entre 2000 et 2014, pour que le premier sommet européen soit consacré au numérique. Il a fallu attendre 13 ans pour que ce qui avait été décidé à Lisbonne, c'est-à-dire faire un brevet européen, voit le jour. Donc une incapacité institutionnelle à mettre l'innovation au cœur des politiques européennes et à saisir que les champions européens, il faut créer ceux d'aujourd'hui et imaginer ceux de demain. Et on a, tu l'as dit Marwan, à cause d'une politique antitrust relativement passée, enfin, en tout cas relativement tournée vers l'intérieur, raté les champions européens d'aujourd'hui, ou en partie, et on n'a pas réussi à créer ceux de demain, ou ceux d'aujourd'hui maintenant, mais ceux de demain il y a 15 ans. Alors c'est un constat très sévère. Est-ce que la partie est pour autant perdue? Je ne le crois pas. D'abord parce que, pour reprendre le débat auquel je n'ai pas assisté sur les gains de productivité, je crois au contraire qu'on est devant de formidables gains de productivité parce que les révolutions technologiques qui sont devant nous sont très importantes. Je ne vais pas les énumérer, mais que ça soit dans la santé, que ça soit dans les objets connectés, que ça soit dans les voitures sans chauffeur, etc., etc. Il y a des milliers de possibilités, je le vois tous les jours à titre d'investisseur. Donc la partie, le leadership anglo-saxon ou américain plutôt est encore remis en cause par ces révolutions. Ça, c'est le premier point. Nous avons des atouts d'infrastructure, et tu as cité l'éducation, c'est tout à fait juste. Les ingénieurs européens, les ingénieurs français sont souvent les meilleurs du monde et leur capacité d'invention est très forte. Donc on a ces atouts-là en sous-jacent. Et il ne suffit de pas grand-chose pour que ça reparte, ça redémarre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tu as parlé, Marwan, de mood. Je crois qu'il y a un état d'esprit à recréer. Il y a cette notion que vous connaissez peut-être de société du risque. Nous ne sommes pas une société du risque en Europe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une société où l'ensemble des règles institutionnelles, fiscales, droit du travail facilite, encourage, développe chez les entrepreneurs comme dans l'ensemble de la population cette notion de prise de risque. Et entre le choix, alors je vais le citer, du principe de précaution et du principe d'innovation, nous avons fait collectivement, peut-être un peu plus en France qu'ailleurs, le choix du principe de précaution. Alors que les Américains ont fait l'inverse, et c'est ça qui les amène à faire une croissance 2 fois et demi supérieure à la nôtre, où les nouvelles technologies, vous le savez, comptent pour un très gros tiers. Il me reste combien de temps? Je te vois en train de battre des doigts. Quelques secondes. Voilà. Bon. C'est donc ce choix de la société du risque, c'est un choix collectif, hein, c'est un choix démocratique qui leur a permis d'émerger. Donc il y a cette idée-là, et on doit la traduire dans l'ensemble des règles, et effectivement une fiscalité harmonisée, fiscalité qui favorise la prise de risque et pas la rente, un droit de travail qui favorise la mobilité et la prise de risque, etc., etc. Donc la partie n'est pas perdue, mais nous avons régressé. Hein. Ce n'est pas juste que l'Europe a perdu du terrain, c'est qu'elle a reculé dans ces 15 dernières années sur ces thèmes-là. Or, c'est un des thèmes, je pense, fondamentaux de la compétitivité de notre beau continent. Merci. Merci. Peut-être juste une question, je l'ai dit. Est-ce que le dialogue social fait partie des atouts de la compétitivité, peut-être aussi d'une entreprise, en l'occurrence, à cette veille de conférence sociale, Geoffroy Roux de Bézieux? Et après, je passerai la question à Marwan Laoui. Je vais faire bref. En France, on a cette espèce de mot tabou, icône, vache sacrée, le dialogue social. Quand quelque chose ne va pas, on fait toujours appel au dialogue social. Mais de quoi parle-t-on? Si on parle du dialogue managérial entre un chef d'entreprise et ses salariés représentés par les syndicats, oui, bien sûr, c'est un outil de performance. Et la tradition européenne, peut-être plus Europe du Nord qu'Europe du Sud, peut nous permettre de gagner la compétitivité. Si on parle de cette tradition du XXe siècle, post-1945, qui consiste à réunir une fois par an des représentants quelquefois coupés, de part et d'autre d'ailleurs, de la réalité des entreprises, pour discuter de principes généraux qu'on veut appliquer de manière napoléonienne et colbertiste à l'ensemble des entreprises,
alors que l'économie montre que toutes les formes d'organisation sont en train de se développer de manière totalement différente, je pense que ça, c'est pas un atout de compétitivité, c'est exactement l'inverse. Voilà, c'est clair. Marwan Laoud, juste pour compléter, vous êtes d'accord? Oh ben, tout à fait d'accord. Une des forces du groupe auquel j'appartiens, c'est justement d'avoir anticipé, pas seulement sous l'impulsion de sa composante allemande, mais parce que dans le groupe aérospatial qui était historiquement à l'origine, il y avait cette notion de dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. On ferme les portes, on se met d'accord et tout le reste ne compte pas. Alors maintenant, vous savez, c'est l'heure de... C'est mieux avec un micro. Merci Enrico Letta. Bastien Cueff, qui est donc à Sciences Po, Paris, en l'occurrence. Une question, et à mon avis, c'est Enrico Letta qui va répondre. Si vous voulez bien vous lever. Ah, la question est préparée, alors. Oui. D'accord. Elle n'est pas préparée, mais en tous les cas, j'en connais le thème. Merci beaucoup. Je remercie le Cercle des économistes de me laisser poser cette question et je remercie aussi mes camarades qui ont travaillé avec moi pour me permettre d'être ici aujourd'hui. Donc à la suite de la campagne pour les élections européennes, on a vu l'impact des arguments populistes et de la crainte de la perte de souveraineté économique durant la campagne. On a aussi entendu, notamment par la voix de Guy Verhofstadt, le fait qu'il fallait des géants européens pour être dans la compétitivité mondiale. Et aujourd'hui, avec l'actualité du dossier Alstom, je pense que je peux poser la question suivante. N'est-il pas temps de s'interroger sur l'échelon de réflexion économique, sortir de l'échelon national, voire de l'échelon européen, pour pouvoir penser l'économie européenne de manière mondiale et surtout avoir au fond de cette réflexion l'idée de la nationalité des entreprises qui sont européennes. Et la souveraineté économique, derrière, c'est quand même la grande question. Excellente question, Bastien. Merci beaucoup. Enrico Letta, si vous voulez répondre, parce qu'évidemment, il y a un regard politique. Pour savoir, les élections européennes, on va quand même rappeler que votre parti a fait 40%, là où on ne va pas rappeler les chiffres en France. Il faudrait naturellement 3 jours de discussion au moins, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que c'est le grand sujet. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, dans les dernières 10 années, les choses ont changé à l'échelon mondial. C'est-à-dire les pays qui étaient des petites puissances avec une grande démographie, aujourd'hui sont en train de nous dépasser. Nous, on était des pays de grande puissance avec des petites démographies. Alors, qu'est-ce que ça change dans le monde? Je fais une seule référence à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est, de mon point de vue, le point. Quand je prends le G7, pas comme le lieu où l'on décide, je le prends symboliquement. Quand en 1975, Giscard et Schmitt ont décidé d'avoir un G7, ils ont pris 2 critères, les démocraties et les plus grandes économies du monde. Et parmi ces 7-là, il y avait 4 Européens. Aujourd'hui, puisqu'en plus, on est encore plus compliqué au niveau européen, quand le G7 se réunit, on a les 4, le président de la Commission et le président du Conseil. Donc on est 6 contre 3. 2 Nord-Américains, 1 Asiatique. Si, dans 10 ans, on devait appliquer les mêmes critères, démocratie et grande puissance économique, et faire un nouveau G7, on aurait un G7 dans lequel aucun pays européen serait dedans, même pas l'Allemagne, elle serait 8e, parce que dans 10 ans, probablement, les grandes économies comme le Brésil ou dans le futur l'Indonésie, le Mexique, probablement vont nous dépasser. Alors quel est le point? Le point est que la souveraineté nationale dans ce monde global, on l'a déjà perdue du point de vue économique. On peut la rattraper au niveau européen, ça c'est le discours sur le futur, et là il faut des politiques qui disent la vérité aux gens. Parce que si l'on dit on reste dans nos frontières, comme ça on rattrape notre souveraineté et on va décider les choses qui sont les meilleures pour nous, on ne dit pas la vérité aux gens, et ça je pense c'est le grand enjeu des prochaines années. Merci. Merci Enrico Letta. Oui, Marwan Laoud. Et dans la question, il y a une référence à la nationalité des entreprises. Et des centres de décision. Et je voudrais essayer de décortiquer cette question.
Je dirais qu'il y a 3 niveaux. Alors, pour reprendre l'image militaire de tout à l'heure, il y a 3 lignes de défense. Il y a le capital. Ça fait très longtemps que le capital est mondial et que personne ne s'attache à dire, voilà, la majorité du capital étant française ou européenne, l'entreprise est européenne. Il y a la direction et les centres de décision. Et jusqu'à présent, cette ligne de définition de la nationalité tenait, même si aujourd'hui, beaucoup de centres de décision soit se délocalisent, soit plus encore deviennent multilocalisés. Hein, les équipes fonctionnent, je vais dire, à distance, avec les moyens modernes de communication. Le directeur financier est dans un coin, le directeur des opérations est dans un autre, etc. Et puis la dernière ligne, c'est la ligne qui concerne les salariés, où est-ce qu'on produit et où est-ce qu'on produit de l'innovation, où est-ce qu'on innove. Le capital aujourd'hui est complètement mondial, donc ça, on ne peut plus s'en servir. Les centres de décision sont en train de partir, pour de bonnes raisons, hein, ce n'est pas des mauvaises raisons. Reste la production et où se fait l'innovation. Si l'Europe ne fait pas ce qu'il faut pour que les centres de production et les centres d'innovation restent en Europe, la nationalité des entreprises changera, les entreprises peuvent être naturalisées beaucoup plus facilement que les individus. Jean-François Roux de Bézieux. Je peux être que d'accord avec ça. Et j'ajouterais peut-être un point qui est complémentaire sur cette idée d'avoir des... Finalement, c'est les chercheurs qui comptent, au fond, ou les trouveurs. C'est ce concept d'open innovation qui est en train de révolutionner un peu la manière dont on fait la R&D. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait une vision extrêmement centrée sur l'entreprise de R&D, donc c'était mes chercheurs, mon laboratoire, mes brevets. Aujourd'hui, l'innovation, elle est multipolaire, et donc c'est l'écosystème d'innovation, en ce compris les laboratoires publics, les universités, les grandes entreprises et les start-up. C'est ça que font formidablement bien la Silicon Valley d'un côté, la route 55 de l'autre, autour de Boston, qu'on n'a pas encore tout à fait réussi à faire dans ce beau continent. Merci beaucoup. Il nous reste assez peu de temps, donc je vais peut-être user de mon micro pour poser une question à Enrico Letta. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que la politique européenne de croissance, ça se fasse au niveau européen, moins au niveau national. Mais est-ce que ce n'est pas un alibi pour ne pas faire les réformes en Italie, en France, en Espagne ou dans d'autres pays? Non, parce que je partage, et j'étais un de ceux qui voulaient, et je pense qu'il faut le faire, mettre au niveau européen en marche cette idée des Partnership for Growth and Jobs. On appelait ça les contractual arrangements. On avait l'idée que c'était quelque chose pour bloquer les pays et les obliger à la rigueur. Je pense que c'est les Partnership for Growth and Jobs, une idée qui fait ainsi que les réformes structurelles sont faites au niveau national, avec une relation très forte avec le niveau européen, mais tout ça est fait d'une façon que ce chapitre-là puisse marcher, il faut le faire, mais il faut savoir que tous ces engagements-là, qui obligent les pays naturellement à des coupes, sont des engagements qui ne sont pas ceux qui vont pousser et aider la croissance et la compétitivité dont on a parlé ce matin. Parce que ces grands enjeux, ce sont des enjeux dans lesquels la dimension compte et dans lesquels ou bien on a une politique européenne différente, ou bien ça ne marche pas. On a parlé de l'antitrust. Je pense que c'est décisif. Ou bien les prochaines 5 années nous donnent la possibilité d'avoir des grands géants européens qui ont les pieds dans différents pays européens, et non pas seulement comme c'est aujourd'hui, sauf le cas de EADS et peut-être dans l'énergie de Enel Endesa, qui est l'autre exemple de 2 grands pays qui se sont mis ensemble. Mais pour le reste, ce sont des géants nationaux qu'on appelle géants européens. Mais ce sont des géants nationaux. Alors il faut passer de ça à faire ainsi qu'il y ait des géants européens qui soient dans le monde fort. Mais pour cela, il faut une politique européenne de l'antitrust. Ça, c'est l'exemple. J'ai cité l'énergie, on pourrait citer le télécom.
moi aussi je partage ce que Rodolphe Bézier disait sur le fait qu'après 14 ans, on a eu un Conseil européen qui s'est appliqué aux télécoms et au numérique. Après 14 ans. C'est pour cela que la E de IMU doit être développée et ça doit être le cœur des politiques des prochaines 5 années. Merci beaucoup, merci à tous. Comme vous le savez, c'est toujours trop court, mais d'autres débats aussi intéressants vous attendent.